Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir fait le plaisir de répondre à notre invitation pour parler en tout cas de ce qu'il faut considérer. Si pas il faut parler d'une nouvelle donne, mais d'une nouvelle peut-être approche pour notre Parlement, pour ce qui est de la diplomatie concernant l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous le savons, depuis que la RDC fait l'objet de toutes les guerres, de l'agression, on a toujours recouru à la diplomatie parlementaire, mais sans résultat palpable sur le terrain où se déroulent les combats. En quoi l'approche de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale qu'utilise votre bureau peut-elle être différente de celle utilisée par le passé, puis qu'on puisse avoir des résultats sur le terrain? Merci. D'abord, il faut noter que classiquement, les chambres parlementaires ne sont pas vouées ou n'ont pas pour rôle de faire de la diplomatie, qui est une activité fondamentalement régalienne, une activité du monopole du chef de l'État et du gouvernement de la République. Mais incidentiellement, parce que depuis quelques temps, les choses ont suffisamment évolué sur la scène internationale, entre autres parce que il y a de plus en plus d'activités au plan international qui nécessitent l'intervention de chambres, l'intervention de parlements locaux, entre autres l'adoption du budget par exemple pour les relations extérieures, pour la diplomatie du pays qui relève du pouvoir du Parlement, entre autres l'adoption de certaines lois dans des domaines précis, comme le précise par exemple notre Constitution à l'article 214 lorsqu'il s'agit de lois qui touchent à la ratification par exemple de conventions relatives à la paix, au commerce international et aux traités relatifs aux organisations internationales. De plus en plus, les parlements se voient sérieusement impliqués dans l'action diplomatique des États, y compris en ce qui concerne l'autorisation du recours à la force dans la plupart d'États aujourd'hui, qui est soumise à l'autorisation préalable du Parlement. Et ces événements ont fait, en même temps qu'avec la progression ou les progrès réalisés dans les gouvernances modernes et démocratiques, de plus en plus, les parlements des États ont acquis un pouvoir certain, qui n'est plus seulement celui qu'ils avaient dans des régimes strictement parlementaires, mais aussi désormais dans des régimes semi-présidentiels, semi-parlementaires, y compris même dans des régimes d'indépendance de pouvoir comme aux États-Unis d'Amérique, où l'on a vu à plusieurs reprises le Sénat américain bloquer certaines actions de l'exécutif au plan international, comme la ratification du traité de Versailles, ou encore récemment la ratification du traité de Rome de la Cour pénale internationale. Et il s'évince dès lors clairement que les chambres parlementaires peuvent jouer un rôle important d'accompagnement de l'activité diplomatique d'un État et faire réfléchir beaucoup de situations sur la scène internationale. C'est dans ce cadre précis que le Parlement congolais, dans son règlement, a prévu cette branche d'activité qui est dévolue exactement au premier vice-président de l'Assemblée que je suis, et qui tente de l'exercer dans le respect de principes de séparation de pouvoir, reconnaissant bien évidemment que la diplomatie reste l'apanage régalien de l'État, donc du pouvoir exécutif. Et là, nous sommes en train de sensibiliser de plus en plus, parce que c'est ce que font tous les autres États du monde aujourd'hui, oui, la compréhension facile des élus de pays amis, y compris ennemis, pour comprendre ce qui se passe, parce que ces parlements ont dès lors une grande influence sur les décisions de politique étrangère de leurs pays respectifs. Alors là, vous avez profité par exemple de cette... il y avait cette rencontre, ce séminaire de coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique qui est organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 26 au 27 août 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. Ouais. Et vous avez profité justement de cette rencontre pour dénoncer. Alors lorsque vous dénoncez, qu'est-ce que vous attendiez comme résultat de la part des autres parlementaires? D'abord, vous voyez que c'est des parlements des États de l'Afrique centrale qui se réunissent pour
discuter de possibilités de préserver ou de parer au changement climatique et insister sur la protection des facteurs qui contribueraient à la lutte contre la pollution, en même temps que on ne fait aucune allusion à la réalité indépendante de notre volonté qui aujourd'hui nous met en position d'observer une destruction assez brutale et méchante de l'écosystème, plus précisément dans la partie est du Congo, où le Rwanda, par l'entremise de ses affidés du M23, Tupi, détruit dans le parc de Virunga. Et nous sommes souvent surpris de constater que les pays amis de la communauté sous-régionale d'Afrique centrale abordent cette question et insinuent par exemple que nous avons, de responsabilités et de devoirs vis-à-vis de la communauté dans son ensemble, parce que nous devons protéger la forêt, nous devons protéger l'écosystème, mais ils ne font jamais allusion à cette réalité indépendante de notre volonté de cette guerre nous imposée par les grands fauves de la jungle internationale au travers du Rwanda. Alors, il est pour nous un devoir de toujours rappeler que c'est une situation inhérente à la réalité même que nous sommes allés aborder, celle de protection de l'environnement, parce qu'on ne peut plus en parler lorsqu'il s'agit de la RDC et n'est pas touché à cette réalité qui s'appelle guerre d'agression qui dure bientôt 30 ans et qui cause d'énormes dégâts à notre écosystème. Voilà pourquoi nous tenons toujours à rappeler que lorsqu'il s'agit d'adopter des résolutions dans des assemblées parlementaires et forums parlementaires de communautés régionales ou des organisations régionales, qui soient tenus compte de cette réalité transversale qu'est la guerre, qui fait que dans la plupart des cas, tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse des investissements dans des domaines énergétiques, dans des domaines de l'environnement et autres, que cela dépende du fait que la région a besoin de vivre en paix. Et notre rôle cette fois-là est d'insister que de plus en plus les communautés dont nous sommes membres prennent cette question pour une réalité communautaire et non seulement singulière à la RDC, parce que là finalement vous voyez qu'ils poussent vers nous des obligations pour lesquelles nous sommes tenus d'agir, alors qu'ils ignorent en même temps que certains agissements dépendent du fait que nous devons travailler ensemble pour mettre fin à cette guerre de pillage. Voilà, vous avez également insisté alors par rapport à cette agression lors de la 5e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Vous avez également insisté sur cette agression. Est-ce qu'il y a lieu d'envisager, monsieur le premier vice-président, une rencontre entre les deux parlements, c'est possible, entre les parlementaires rwandais et congolais, toujours dans cette démarche d'essayer de trouver des solutions sur la diplomatie parlementaire? Bon, dites-vous que là, nous sommes dans deux réalités différentes. Si nous sommes un parlement avec de pouvoir réel d'exercer les fonctions parlementaires, ce n'est pas le cas au Rwanda où il y a une chambre d'enregistrement qui n'a que faire de cette réalité d'indépendance ou de séparation de pouvoir. Au Rwanda, le Parlement respire au rythme du raisonnement et des actes et des décisions de Paul Kagame. Donc, il est difficile que, même si nous abordons cette question entre parlementaires, qu'elle ait un écho différent de ce que pense Paul Kagame. Nous sommes une démocratie. Oui. Le Parlement exerce pleinement ses responsabilités et la séparation de pouvoir est totalement respectée. Ce qui n'est pas le cas au Rwanda où la décision, les actes, les pensées et les paroles de Paul Kagame se substituent, y compris aux lois adoptées par ce Parlement. Mais nous pensons, dans un pays qui n'a pas d'opposition institutionnelle comme le Rwanda, un pays qui n'a pas un autre son de cloche, il est probablement difficile de faire réfléchir les institutions comme le Parlement. Mais à un moment donné, parce que c'est le vœu de tout le monde qu'un jour le Rwanda redevienne un État civilisé avec lequel les nations civilisées peuvent
négocier sur base de principes respectueux du droit international. Je crois qu'il n'est pas exclu que le Parlement congolais amorce ce genre de discussion. En même temps, avec le Rwanda, nous nous rencontrons quand même dans un cadre sous-régional, plus précisément dans le cadre du forum parlementaire de la CIRGEL, où il y a 2 échanges. C'est aussi l'occasion pour nous de tenter de faire réfléchir les membres du Parlement rwandais sur les devoirs qu'ils ont comme élus du peuple par rapport à cette situation endémique que leur pays est en train d'installer dans la région, parce que ça risque d'être une guerre cyclique qui peut prendre beaucoup de temps et causer d'énormes dégâts à nous tous si ils n'arrivent pas à comprendre cela. Parce que Kagame n'est qu'un homme qui va passer, mais là il faut que les institutions se modernisent pour prendre conscience qu'elles ont la vocation de pérenniser l'état et de servir de colonne vertébrale aux générations futures. Voilà, on revient à vous, monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale. On va se tourner vers les standards. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen par aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui avec le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, de cette approche diplomatique avec le Parlement pour continuer à dénoncer, à insister sur l'agression que subit la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est 09 716 80 79. Allô. C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Les intouchables, dans ce pays, n'existent pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Voilà, nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche, Marie-Paula Waki à Kisangani et Amos Bissimois qui est à Bukavu. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour. Bonjour à nous tous, mon cher Marcel. On vous écoute Franck, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, merci beaucoup, c'est une excellente initiative. Si les responsables du bureau de notre Assemblée nationale arrivent à rappeler ce dont la République démocratique du Congo est victime depuis des décennies. Et nous venons de suivre avec intérêt le premier vice-président de l'Assemblée. Tout ce qu'il est en train de dire est vrai, il y a des raisons d'être pour le dire. Mais si nous devons aussi raisonner en tant que citoyens congolais en toute honnêteté et réalisme sans complaisance, il y a lieu de nous poser quelques questions et pour moi, ce sont les questions, je crois, qui reviendraient sur les lèvres de certains intervenants. Ce qu'ils sont en train de dénoncer là, c'est du déjà connu. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il y a encore des nouveautés qui ne sont jamais connues jusqu'ici par rapport à cette histoire d'agression? Parce qu'au niveau déjà de la tribune des Nations Unies, on les a dénoncés à travers beaucoup de forums. Cela est dénoncé et nous, citoyens congolais, pensons que pour le moment, les dénonciations faites à ce niveau-là deviennent des répétitions protocolaires à caractère diplomatique ou pas. La deuxième question, est-ce que toutes ces dénonciations auront vraiment des effets durables tant que de l'intérieur de notre pays, il y a autant de gammes de dysfonctionnements? Il y a autant de gammes de dysfonctionnements au niveau des sphères décisionnelles, il y a autant de gammes de dysfonctionnements au niveau de la collaboration des pouvoirs et nous pensons et nous attendons de nos députés de se mettre aussi d'abord à dénoncer les injustices sociales et les inégalités sociales dont sont victimes la plupart de leurs électeurs. Quand par exemple nous savons que de l'intérieur ça ne marche pas, il y a autant de détournements, l'armée pose des problèmes pour répondre à toutes ces attentes. Mais l'Assemblée nationale est là, il y a des détournements, on détourne ici, on détourne là-bas, les gens se promènent librement sans être inquiétés. Il y a cette histoire qui vient de se passer au niveau de la prison de Makala. Mais on attendrait aussi d'abord que notre Assemblée nationale se montre présente à travers des urgences
national à l'interne. Alors, mais Franck, si à l'interne, il y a déjà autant de dysfonctionnements. Oui. Francis, je comprends bien parce qu'on doit accorder la parole au maximum d'auditeurs si possible. Vous êtes d'accord par rapport à cette diplomatie que mène le Parlement congolais pour dénoncer à chaque forum l'agression qui est subie injustement à la RDC par le Rwanda sous couvert de M23. Mais vous estimez qu'il faut plus davantage aussi être plus sur les fronts nationaux, c'est-à-dire voir comment résoudre des problèmes des Congolais. J'espère, Franck, c'est ce que vous voulez dire parce qu'on doit avancer. Merci, Franck, d'avoir appelé depuis Vienne. Marie-Paul Awa, vous êtes à Kisangani. Vous avez la parole. Oui, bonjour, c'est le journaliste. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Okapi. Voilà, Marie-Paul Awa, s'il vous plaît. Marie-Paul Awa, s'il vous plaît, vous avez suivi Franck qui a encouragé cette initiative du Parlement, mais qui a pensé également qu'il faut plus être sur le front national, c'est-à-dire trouver des solutions par rapport aux problèmes nationaux. Vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça pour avancer? Oui, pour avancer, je dis que cette speech est là tenue par le vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays nécessite quand même une considération. En premier lieu, il faut d'abord attribuer au Rwanda la responsabilité des pollutions de l'environnement de la RDC. C'est un argument dénué de tout fondement, parce que nous savons que dans notre pays, c'est le pays lui-même qui accorde certains droits d'exploitation des ressources et voire même des forêts. En deuxième lieu, l'agression du Rwanda à la RDC, c'est un fait générateur de la responsabilité internationale de cet État, mais ce fait-là ne doit pas se décréter dans les verbiages quand même. Ce sont des raccourcis qui ne nécessitent pas pour un État. En troisième lieu, je crois que la diplomatie parlementaire, c'est une évidence dans le monde des États. Et cette diplomatie-là est un des moyens, c'est un des moyens pour la résolution ou pour la solution pacifique des différents des États. Mais cela ne doit pas être un lieu où on doit exhiber la faiblesse des États, notamment ce que les parlementaires congolais sont en train de faire. C'est vraiment ça fait que la RDC est dans cette faiblesse-là. Voilà pourquoi je dis que, de mon point de vue, le speech du premier vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays révèle bien des choses, comme Franck vient de dire, ce sont des choses que nous connaissons. Mais ce qui revient pour nos gouvernants et pour nous, les gouverneurs, c'est de nous battre pour que le pays puisse être sécurisé, pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit assurée et non prendre ces gens de raccourcis qui nous laissent un peu en perplexe parce que nous avons beaucoup de moyens. Les droits internationaux nous donnent des moyens. Si aujourd'hui, comme c'est une grande personnalité du pays qui essaie d'accuser, entre guillemets, les Rwandais, si nous disposons, si les pays disposent des preuves probables par rapport à cette agression, je crois que nous pouvons soit déclarer la guerre avec les Rwandais, ce qui est possible du point de vue du droit international, mais avec toutes les conséquences possibles, mais soit négocier avec l'agresseur parce qu'on en a quand même marre, il y a à tout moment des pertes de vies humaines, on doit agresser avec l'agresseur qui est justement le Rwanda comme on le dit parce que moi je ne trouve pas. Alors, il faudrait négocier avec les Rwandais pour que les solutions durables soient au rendez-vous. Voilà, merci Marie-Paul Awa. On a compris, vous estimez, au-delà du fond diplomatique, il faut continuer également avec la négociation directe avec le Rwanda, où vous avez également dit, pourquoi pas passer directement à la guerre, mais jusqu'à présent, comme tous vous le savez, que c'est le président de la République et d'autres partenaires de la RDC privilégient pour l'instant le front diplomatique. Voilà pourquoi le Parlement également s'est mis dans la danse pour continuer à fustiger cette agression de la RDC et surtout à insister pour que vous continuez davantage à sensibiliser la communauté internationale, même si déjà, comme vous l'avez dit, cette sensibilisation est déjà connue. Merci Marie-Paul Awa d'avoir appelé depuis Kisangani. Amos Bissimoa, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On vous écoute. Merci bien. Je tiens, comme mes prédécesseurs, à encourager l'initiative de notre Parlement et nous pensons que peut-être ça pourrait apporter une solution, mais je doute. Comme Franck Yahi l'a dit, Yahi allait dire, actuellement nous sommes dans un cercle vicieux et il fallait que nos autorités le comprennent ainsi. Parce que dans une situation comme la nôtre, il fallait qu'on ait des dirigeants qui évaluent l'évolution de la situation. Mais est-ce qu'ils le font? Je pense non. Parce que dire que non, on est dans un front diplomatique et qu'on croit que c'est de là que viendra la solution au moment où nous connaissons les conséquences néfastes sur terrain par rapport à cette guerre nous imposée, moi je pense que c'est nous qui continuerons toujours à perdre. Pourquoi je le dis? C'est pourquoi moi je voudrais peut-être aussi abonder dans le sens du dialogue. Parce que je prends seulement un exemple. Dernièrement, nous venons d'enterrer à Goma plus de 200 morts. Et on a dit que ces gens sont morts dans le cas de déplacés à cause des mauvaises conditions de vie, maladie et en manquant à manger. Ça, c'est déjà ridicule pour notre pays. Et c'est là que je voulais interpeller l'honorable président au studio. Qu'il comprenne que nous, au niveau interne, d'abord, nous sommes désorganisés et il y a une gestion médiocre qui ne dit pas son nom. Et à cause de ça, moi, ceux qui nous lisent à travers le monde savent déjà notre faiblesse. Et c'est pourquoi ces pays qui nous agressent avec les multinationales, ils continuent à tout faire parce qu'ils savent que c'est un pays en déliquescence où il y a un désordre cuissant au niveau interne, orchestré par les mêmes dirigeants qui font malheureusement semblant de dire qu'ils veulent trouver de la solution au problème. C'est déjà un problème très sérieux. C'est là que je voulais dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de grognes au sein du peuple congolais causées par nos mêmes dirigeants. C'est là qu'ils doivent commencer. J'appelle cette fois-ci. Voilà, merci Amos Bissimois. Vous revenez sur ce que vos prédécesseurs ont dit, c'est-à-dire commencer par résoudre également le problème. D'après vous, il faut déjà une paix sociale à l'interne et cela va permettre à tous les Congolais d'être unis face au front avec cette agression rwandaise. Je veux, avant de revenir au premier vice-président, il y a des réactions que je m'avais lu rapidement sur la page Facebook par les auditeurs. Achille Kassongo qui nous a écrit depuis le Bombashi, tous les canaux passés par la RDC pour amener la paix dans la partie Est et non jusqu'à présent pas porter des bons fruits. Alors faudra-t-il continuer sur cette même lancée? Je pense que non. La RDC doit finalement chercher d'autres canaux pour enfin essuyer les larmes de ces populations innocentes qui a tant souffert. Il y a également Blaise Chitoulou qui nous écrit: il faut imposer un fait à l'Union européenne si elle est derrière le Rwanda, qui reste derrière le Rwanda. Nous aussi, nous allons vers la Russie pour bien déclarer une guerre. Nous sommes prêts à souffrir. Si nos générations futures pourront vivre en paix, ça ne sert à rien de continuer à composer avec des gens qui nous tournent le dos et nous poignardent derrière. Je fais un appel à la prise de conscience de nos autorités. Il faut comprendre que la population du Kivu souffre beaucoup. Médard Makaba depuis Kinshasa, le moment est venu de faire la guerre directement avec le Rwanda pour mettre fin à cette agression rwandaise sous couvert du M23. Si la RDC attaque le Rwanda, la cause de cette attaque est connue de tous. Je cite l'ONU et d'autres organisations des droits de l'homme. Voilà, vous étiez nombreux à réagir sur la page Facebook par les auditeurs. On va lire au fur et à mesure. Honorable président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez suivi les interventions des uns des autres. Comment réagissez-vous? Là, des gens qui estiment que c'est que vous êtes en train de mener comme diplomatie, c'est bon, mais on a comme l'impression que la diplomatie a montré ses faiblesses et il faut penser à autre chose. J'ai suivi avec pertinence les interventions de nos auditeurs. Je vais noter à leur bonne intention que dans les relations entre États, rien ne remplace la diplomatie. Et la guerre, elle peut se faire. Elle peut bien résoudre deux problèmes, ce n'est qu'un déterminant, l'un des déterminants de relations extérieures d'un État. Parce que aucune guerre ne se termine en réalité si la diplomatie n'est pas intervenue. Même en pleine guerre, il faut tenir la diplomatie parce que ne fût-ce que lorsque vous avez besoin de négocier les armes, de négocier les alliances, de négocier
les soutiens, parce que dans le monde moderne, il n'est plus possible de mener une guerre sans ce genre de soutien, même si on s'appelle les États-Unis, même si on s'appelle Russie. D'ailleurs, vous le vivez aujourd'hui avec l'exercice tourné vers l'Iran, la Corée du Nord et d'autres pays par la Russie pour acquérir des armes. Je pense que de ce point de vue-là, il n'est pas pour nous indiqué de considérer que la diplomatie a des limites, parce qu'elle doit se poursuivre, qu'il s'agisse de l'avant, pendant ou après-guerre. Il faut que la diplomatie se mette en branle. Moi, j'ai aussi entendu les soucis exprimés par Franck de Vienne lorsqu'il souligne cette question de graves contradictions internes. Il note, entre autres, les pommes liées au détournement des deniers publics, à la corruption. Il parle des pommes de l'armée et tout ce qu'il a évoqué. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui que quelqu'un se fasse entendre s'il peut poser de manière radicale ce genre de problème. Et lorsque ça conduit à la conclusion qu'il s'agit de conséquences d'une gouvernance médiocre, je crois qu'il n'est pas là de vérité que nous pouvons ce jour attester. Prenez par exemple les pommes internes dont on vous parle, parce que nous parlions de la diplomatie, mais moi je sais que notre Parlement, l'Assemblée aujourd'hui, elle est au four et au moulin. Nous veillons sur l'ensemble de ces questions-là. Depuis que notre bureau est en place, nous n'avons étouffé aucune démarche de contrôle parlementaire, par exemple. Dans les entreprises et auprès des ministères, ainsi de suite, tous les honorables députés qui ont initié des démarches de contrôle parlementaire ont vu leur démarche évoluer. Ça va aboutir à des conclusions qu'ils souhaiteraient, parce que c'est eux qui ont initié ces démarches de contrôle parlementaire. Lorsqu'on parle... Nous devons rassurer, honorable vice-président, que le contrôle parlementaire, ça ne va pas se passer comme dans l'organisation. Non, nous rassurons que le contrôle parlementaire sera plus que jamais efficace. Les honorables députés sont au travail. Pendant que je vous parle, il y a des commissions qui sont dans des entreprises, il y a des commissions qui sont dans des ministères. Ce n'est pas que notre Parlement se réduit à la diplomatie parlementaire. Lorsqu'on parle de l'armée, il faut noter ça, que depuis que cette guerre a commencé, ça fait 30 ans, chaque fois que le Rwanda la commence, les villes de Goma, de Bukavu tombent au bout de 2, 3, 4 jours. Et que si la complaisance était autant qu'ils la décrivent, on ne pouvait pas aujourd'hui totaliser 3 ans avec ce Rwanda et toute la coalition derrière lui, sans que la ville de Goma et de Bukavu ne tombe. C'est parce qu'il y a du sérieux qui a été mis en place, tant dans nos états-majors militaires, dans les décisions du chef de l'État, mais aussi dans les efforts de conscientisation de la communauté internationale. Ça va faire 3 ans. Et lorsque ces mouvements rebelles, avec l'Nkunda, Mutebuzi, et chaque fois que RCD et autres, ils n'ont pas pris 3 jours pour prendre la ville de Goma, pour prendre la ville de Bukavu. Et là, ça fait 3 ans. C'est la preuve qu'il y a ce grand effort et que les choses se font différemment. Les urgences internes dont on parle, c'est peut-être parce que beaucoup de gens ne valuent pas la profondeur du trou qui a été creusé par la gestion ou les gestions précédentes de ce pays. Et là, nous sommes en train de repartir à zéro. Il faut aller à travers le Congo. C'est maintenant que nous sommes en train de construire les bureaux de travail pour les chefs de secteur, pour les administrateurs de territoire. Comment on peut s'imaginer qu'on pouvait avoir un pays qui fonctionne pendant que les entités déconcentrées et les entités décentralisées de telle importance n'ont même pas de bureaux où travailler? Mais dans les 5 ans passés du président Tshisekedi, on a pu doter la quasi-totalité des entités de base du cadre adéquat de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une gestion de complaisance comme on tente de l'exprimer là. Les choses sont faites. Le Parlement se mêle de toutes ces questions-là. Même lorsqu'on parle aujourd'hui de la corruption, c'est bien évidemment parce que la gouvernance en place a décidé d'en parler. Autrefois, c'était un tabou, il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui a exhumé l'UGF, c'est le président Tshisekedi qui a créé l'agence de lutte contre la corruption, c'est le président Tshisekedi qui a libéré la main du Parlement pour que aujourd'hui les députés mènent des enquêtes sur la gestion des mandataires et des ministres.
Et c'est pourquoi on en parle, parce qu'on arrive quand même à déceler qu'il y a un tel détournement. Avant Tshisekedi, avant ce régime que vous qualifiez de médiocre, il n'y a pas eu ça. Et bien évidemment que vous êtes très loin à Vienne. Il faut venir au Congo. Vous allez tenter de lire la joie de ces populations de Kamina, de Ngouba, de Kanyama, qui voient pour la première fois de leur existence, depuis que l'homme a mis son pied sur cette terre, une route asphaltée en train de traverser leur province, ou ceux de Inongo, Mbandaka, jusqu'à Ikela, qui voient pour la première fois des caterpillars en train de raser les brousses pour construire des routes asphaltées, ou ceux de Lusambo, de Kalamambouche et d'ailleurs. Donc, il n'y a pas ça dans cette gouvernance. Ce qu'il faut noter cette fois-là, c'est quoi? C'est que la diplomatie, on doit toujours la faire, ne fût-ce que parce qu'il faut arriver à décourager ceux qui s'allient ou qui rallient les efforts de l'agresseur, soit à détourner leur intention, parce que le rôle de la diplomatie, c'est aussi celui-là de tenir en respect les adversaires potentiels, de renforcer les liens avec les amis d'aujourd'hui. Et c'est ça le rôle que le Parlement tente de jouer. Donc vous estimez, honorable, que le Parlement essaie tant bien que mal de jouer son rôle, et que déjà vous avez parlé par exemple des secteurs où il n'y avait pas de bureaux, et qu'aujourd'hui on trouve des bureaux. Vous avez également parlé par exemple sur le plan des infrastructures. On va y revenir pour vous accorder encore la parole, mais on va également parler des urgences internes au sein de votre même Parlement, parce qu'il y a une question qui concerne le député nationaux qui n'ont pas touché leurs frais d'installation. Et c'est effectivement, généralement, les auditeurs profitent de ces occasions pour avoir certains éclairages sur certains sujets, certainement. Ouais. On va poser cette question avant la fin de l'émission. Permettez-nous de poursuivre avec les auditeurs, puis on revient à vous. Olivier, vous êtes à Kikwit. Olivier, vous êtes... Marcel, bonjour, voilà. Ouais, Olivier, vous êtes à Kikwit. Oui, avant d'intervenir, Olivier, avant d'intervenir, j'espère que vous êtes au courant qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour par les auditeurs, et vous êtes déjà dans le groupe? Bon, je ne suis pas dans le groupe, mais bon, moi je suis généralement dans Facebook pour répondre aux préoccupations de... Voilà, je vous invite également, Olivier, je vous invite à intégrer les groupes. Je vous invite à intégrer les groupes parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font au sein du groupe. Ça vous permettra de découvrir encore davantage des sujets ou des interventions des uns et des autres au sein du groupe, parce qu'on veut qu'il y ait vraiment cette interactivité au sein du groupe. On vous accorde la parole. Cette fois-ci, vous avez suivi l'honorable premier vice-président qui a expliqué pourquoi il y a cette diplomatie parlementaire. Il faut être également sur le front diplomatique, et pour ceux qui pensent qu'il y a des exigences internes, vous avez également suivi. On essaie aussi de voir comment trouver des solutions aux exigences internes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Olivier? Oui, Marcel, je suis du même avis que les autres. C'est une diplomatie qui a montré toute son inefficacité, donc toute sa faiblesse, et je pense qu'on devrait agir autrement. Et je demanderai à l'honorable député de faire cette diplomatie tout en sachant qu'il y a une branche, le ministère des Affaires étrangères. Si on doit faire la diplomatie de façon efficace, je pense que c'est là qu'il faudrait aller. Alors je voudrais aussi rappeler à notre invité que nos partenaires ont compris que nous sommes très naïfs dans cette guerre. Parce que si vous vous souvenez de la guerre de 40-45, si les Alliés avaient été naïfs comme nous, on n'aurait pas fini la guerre. Et les Alliés, en même temps qu'ils faisaient la diplomatie, on a continué à aller vers Hitler, on a continué à aller partout, mais en même temps, il y avait des actions qui se faisaient en sourdine. Et c'est ça qui a permis qu'on puisse gagner la guerre. Mais nous sommes là, on vous dit diplomatie parlementaire, et on croit à tout ce qui se raconte à l'extérieur. Et voilà les résultats. Voilà. Donc vous également, donc j'ai compris, on a compris, Olivier, pour vous également, cette diplomatie a montré ses faiblesses et il faut penser à d'autres alternatives. Merci Olivier d'avoir appelé depuis Kikwit. Yves Mouyaya, vous êtes à Kinshasa. Vous avez la parole, Yves Mouyaya, on vous écoute. Oui, bonjour, la radio Capé. Je salue les professeurs. Nous l'encourageons dans cette sensibilisation de la communauté internationale, mais beaucoup plus pour la prendre à témoin, parce que
cette communauté internationale aujourd'hui est réunie dans ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, qui a une charte qui a été élaborée. Dans cette charte-là, il y a plusieurs règles, mais la règle cardinale, c'est le non-recours à la force armée pour régler les différends sur le plan international. Et il est interdit, il est proscrit qu'un État puisse agresser un autre. Et si jamais cette situation arrivait, la responsabilité première de maintien de la paix arrivait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors cette situation dans notre pays date d'il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et le Conseil de sécurité des Nations Unies est dans un mutisme que nous ne comprenons pas. Bon, lorsque nous essayons un peu de réfléchir, nous comprenons que le Rwanda n'agit pas seul. Le Rwanda agit avec beaucoup de multinationales qui ont estimé qu'il fallait exploiter honteusement les ressources naturelles de notre pays. C'est ainsi que la plupart de ces membres, ou des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, sont corrompus parce qu'ils sont impliqués. Je crois en janvier 2013, le président Macron, dont la France est membre permanent du Conseil, a avoué ici, à Kinshasa, qu'évidemment, il y avait des puissances qui sont derrière le Rwanda pour agresser les Congo dans une perspective de la balkanisation. Alors là, la situation devient un peu complexe parce que si ce sont eux qui doivent maintenir la paix, ce sont eux qui doivent condamner l'agression, alors que nous avons des preuves. Mais Yves, vous savez, on a toujours parlé de l'hypocrisie de la communauté internationale qui n'arrête pas de condamner l'agression, qui ne passe pas dans le fait, mais vous avez également suivi. Il ne faut jamais arrêter de continuer à faire ce que l'honorable point vice-président de l'Assemblée nationale est en train de faire, continuer à sensibiliser la communauté internationale, continuer toujours à dénoncer. Mais lorsque vous dites qu'il faut penser à d'autres alternatives, parce que la diplomatie a montré ses faiblesses, vous pensez à quoi? Effectivement, parce que la sécurité collective que nous, on espérait au sein des Nations Unies aujourd'hui est désuète. Hein, ça ne joue plus jamais, même sur le plan sous-régional. Vous comprenez, cette sécurité ne peut jouer que sur la réhabilitation des conseils. C'est ainsi que vous voyez, même la SADC n'a pas pu trouver de solution. Les États de l'Afrique de l'Est n'ont pas, parce que c'est les conseils de sécurité qui doivent donner de l'ordre ou accepter que ces États puissent agir dans le cadre de leur organisation sous-régionale. Alors, il y a aussi longtemps qu'ils ne seront pas d'accord parce qu'ils ont leurs intérêts derrière les Rwandais pour exploiter les matières premières dans notre pays. Donc, ça ne marchera pas. Donc, nous sommes en train de penser que nous sommes un peuple, s'il vous plaît. Nous sommes un peuple et nous devons nous défendre. Nous devons défendre notre nation, notre État. C'est la raison de notre existence. Donc, nous demandons au gouvernement d'effleurer d'autres moyens, par exemple d'intervenir avec des États qui peuvent accepter ensemble avec nous de contrecarrer cette aventure du Rwanda. Voilà, donc, merci. Ça peut jouer. Donc, trouver des États qui peuvent agir ensemble avec nous pour mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes déçus de l'Organisation des Nations Unies et nous sommes déçus du Conseil des Nations Unies qui reste paralysé, qui reste muet, pendant que la situation est de nature à mettre à l'épreuve la paix du monde. Parce que, vous savez, les Congo représentent des enjeux extraordinaires sur le plan international. Donc vous attendez de la communauté internationale des mesures coercitives pour faire réfléchir le Rwanda, si je comprends très bien. Voilà, merci Yves Mouyaya depuis Kinshasa. Maître Patrick Odia, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour maître. Bonjour Marcel, bonjour au professeur et aujourd'hui député et à tous les auditeurs de la Radio Capi. On vous écoute maître Patrick. Parce que presque beaucoup de choses ont été dites, oui. Mais je voudrais, parce que je suis devant une cervelle, le professeur, il s'y connaît en droit international, il nous a enseigné, lui, en tant que professeur de droit, que la diplomatie reste une voie privilégiée en droit international ou en relations internationales. Mais aussi, le professeur nous a enseigné également qu'en droit international, c'est un droit des forces, rapport des forces.
Quand vous dites, Marcel, que le mobile pour lequel le professeur est en train de traverser des pays pour mobiliser la communauté internationale afin de pencher les yeux sur la situation de l'Est, je pense que là, nous n'avons plus intérêt à espérer. D'autant plus, pourquoi je l'ai dit, parce que l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre récente, nous avons connu la guerre récente ici. Mais si vous voyez la mobilisation, les fonds, les moyens nécessaires financiers, militaires et sécuritaires qui sont mis en jeu, alors que la guerre n'a même pas fait 10 ans jusqu'à là, au moins à ce que je sache, je pense que les seuls mobiles évoqués par le professeur, peut-être qu'il peut sembler évoquer, je pense que ce ne va pas tenir également. D'autant plus que la guerre à l'Est a connu plus de 20 ans. Je pense qu'il n'y a rien de pouvoir mobiliser, professeur. Il n'y a rien de mobiliser. Tout le monde est au courant qu'on tue. Tout le monde est au courant qu'on tue. Les canaux passés par la RDC pour amener la paix dans la partie, ces canaux n'ont pas abouti et n'aboutissent pas et n'aboutiront absolument à rien. Est-ce qu'il faudrait-il continuer dans cette même direction également? J'ai dit absolument non. Que faire? Il faut que la RDC puisse penser à d'autres mécanismes. Et parmi ces mécanismes, monsieur honorable président, premier vice-président professeur, c'est de continuer ou de contrer également les Rwandais et les M23 par la guerre également. Nous en avons également la capacité et nous pouvons le faire. D'aider, professeur. Vous pensez qu'en continuant à dénoncer, cela nous apportera-t-il également quelque chose? Je dirais absolument non. Vous pouvez, en tant que législateur, vous pouvez, en tant que député national, vous pouvez essayer d'initier des démarches pour aider les chefs de l'État. Si vous avez, peut-être vous hésitez de pouvoir déclarer la guerre, mais vous pouvez conseiller utilement le président de la République de prendre une décision pour qu'on puisse attaquer et y aller avec toutes les conséquences qui peuvent provenir de cette guerre. Merci, maître. Allez-y rapidement, oui, en 30 secondes. Je voudrais, en 30 secondes, je voulais interpeller le professeur parce qu'il a une rigueur axiologique en sciences. Professeur, ce qui se passe à la prison et ce qui s'est passé à Goma, 200 morts également, nous n'avons pas vu les membres du gouvernement, au moins, être présents lors de l'entraînement de 200 personnes décédées, tuées sauvagement à l'est des pays. Et vous êtes parlementaire, vous devez interpeller le gouvernement à prendre les questions sérieuses, surtout des tueries qui se passent en prison, mais aussi à l'est, et tout le monde est en Chine en train de parler. Merci Patrick, on va donner l'occasion à notre invité de réagir par rapport à tout cela. Merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On prend le tout dernier auditeur Platini Mbombo. Platini Mbombo, vous êtes en ligne depuis Mbandaka. Vous avez 1 minute pour réagir parce que presque tout a été déjà dit. Que vous avez ajouté, Patrick? Platini Mbombo depuis Mbandaka. Voilà, merci beaucoup Marcel pour m'avoir accordé la parole, bien que je suis un peu le dernier, merci. Mais sincèrement, d'abord, je tiens d'abord à remercier le vice-président de l'Assemblée nationale avec l'initiative qui est louable. Mais Marcel, je ne serai pas trop kilométrique parce que je voudrais justement ajouter ce que tous les amis ont dit. Mais c'est que moi je vous pose la question, parce que ici, dans la province de l'Équateur, MONUSCO n'existe pas. La question est lieu qu'on dit qu'à l'Équateur, il n'y a pas la guerre. C'est pour laquelle la MONUSCO a quitté la ville de Mbandaka et porté l'Équateur pour s'installer à l'Est. Mais une question que moi je veux vous poser directement à l'invité qui est au studio ensemble avec vous. Depuis que la MONUSCO est installée, voilà, là, on a des problèmes avec la ligne de Platini depuis Mbandaka pour la MONUSCO. Je ne sais pas s'il faut faire un commentaire là-dessus, mais certainement, comme vous le savez très très bien, vous suivez certainement ce qui se passe. Il y avait ce processus de désengagement de la MONUSCO qui a été dans plusieurs régions du pays et puis a commencé à se retirer progressivement. Voilà, ça c'était... Platini depuis Mbandaka. Honorable vice-président, vous allez réagir rapidement et puis il y aura 7 questions par rapport à tout ce qui concerne votre assemblée provinciale. Rapidement. Merci beaucoup. Maître Patrick a posé autant de... En fait, de manière générale, tous pensent que la diplomatie a montré ses faiblesses. Il faut penser à autre chose. Je vais commencer par ce qui s'est passé à Goma. Oui. Il faut dire que c'est pas vrai. L'information selon laquelle l'enterrement a eu lieu sans les membres du gouvernement n'est pas vraie. Madame le ministre des Droits humains était bel et bien sur place comme organisateur de cette activité, accompagné de Madame le ministre des Affaires sociales. Et il y a une délégation des élus et bien d'autres responsables d'État qui étaient sur place et qui ont pris en charge cette question. La République s'est investie
dans la disponibilisation de tombes, la construction des caveaux et la mise en bière et tout ce qui s'est passé pour que nos compatriotes soient enterrés avec dignité. Je crois qu'il y a eu du chantage qui n'a pas été vrai. Alors, pour me résumer sur toutes ces interventions, je constate que l'idée, c'est de dire la diplomatie a montré ses limites, il faut passer à autre chose. Et l'idée, c'est de dire que le gouvernement est plutôt dans une sorte de distraction qui s'appelle diplomatie alors qu'il serait sur le terrain de guerre. Je crois que peut-être on n'arrive pas à bien se comprendre. Premièrement, il faut noter que lorsque le secrétaire général des Nations Unies annonce publiquement que le M23 avait un dispositif militaire supérieur à celui des Nations Unies, le désaveu était clair, le message était de dire que la RDC doit plier bagage parce qu'on n'a plus rien à faire face à une telle puissance de feu. Et c'est un peu comme ces avions qu'on proposait au président Zelensky, qu'il les a refusés pour résister parce que le message des Nations Unies était on ne peut plus clair de dire qu'il n'y avait rien à faire face à la puissance de feu du M23. C'est l'État congolais, le président Tshisekedi, qui a démontré qu'il y avait un État ici, qu'on ne pouvait pas comme ça ramasser telle une chenille. Et nous nous sommes battus. Je vous ai dit que ça fait 3 ans que ces gens, avec toutes les coalitions, les millions de plusieurs pays, y compris de grandes puissances occidentales, qui se cachent derrière certains événements pour apporter de l'appui déterminant au Rwanda, n'ont pas fait que la situation soit la même comme nous l'avons vécu depuis 30 ans où la ville de Goma et de Bukavu tombait en des jours. Donc, ça, vous l'avez dit. Donc, il faut dire que oui, l'option militaire n'est pas écartée. C'est une option qui c'est une option permanente. Exactement. Et que la diplomatie, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien réalisé. Nous étions sous embargo. Exactement, aucun pays n'a accepté de nous vendre 2 armes sérieuses, quand bien même il n'y avait pas de moyens pour se les procurer avec le budget que le président Tshisekedi avait trouvé dans ce pays de 4 millions. Mais là, au moins, des efforts sont entrepris. Les efforts énormes sont entrepris. Les efforts décisifs sont entrepris pour faire respecter l'État. Je vous ai dit ici que... Honorable, on n'a plus assez de temps, mais on a compris que les efforts sont faits. Mais rapidement, une réponse par rapport à Papi Baka qui a demandé au vice-président de l'Assemblée nationale pourquoi aujourd'hui les députés nationaux n'ont pas cotisé leurs frais d'installation, quels sont les sorts des assistants parlementaires, c'est quoi leur rémunération. Et voilà, rapidement. D'abord, il faut noter que l'Assemblée nationale n'est pas un service générateur de fonds, c'est un service consommateur. Nous sommes une nation consommatrice de fonds qui nous sont remis par le gouvernement. Ça signifie que lorsque le gouvernement disponibilise ces fonds, nous les utilisons selon la destination prévue par celui qui les met à notre disposition. Mais là aussi, il y a une petite curiosité pour notre peuple. Rapidement. Je suis content d'apprendre qu'aujourd'hui, au moins, la population s'apitoie du sort de députés, alors qu'il y a un temps, c'était vraiment des tirs à boulets rouges sur le train de vie qui semblait ou qui était déclaré comme trop excessif. Alors c'est quand même aujourd'hui compris que les députés n'ont pas de millions qu'on leur attribue. C'est plutôt une vie normale et ils ont même beaucoup de difficultés par moment à nouer les 2 bouts du mois par rapport à ce qu'ils ont. On va s'arrêter par là. Il y a des promesses sûres de notre gouvernement que toute cette question de frais d'installation et d'autres on va trouver des solutions. Désolé, honorable Nefroma, à la fin. Honorable vice-président Jean-Claude Chilumba, merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.